Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de la meilleure année de votre vie où, mois après mois, on a le privilège fantastique de recevoir des personnes extraordinaires. Et ce mois-ci, ça ne fait pas exception à la règle alors que je rencontre mon ami Daniel Blouin. Comment ça va, Daniel? Oh, très bien, je trouve que tu exagères un petit peu. Là. Pas si extraordinaire que ça. Ben, attends, on va le découvrir. Oublie pas que extraordinaire, c'est dans l'œil de la personne qui le perçoit. Et puis moi, écoute, tu viens de sortir un livre, Dan, Sortie de zone. Je ne peux pas assez recommander ce livre et ça à tous les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi dans le cadre de l'entrevue. Dan, père de famille, 3 enfants, homme d'affaires qui a réussi, un parcours non traditionnel. On va découvrir un petit peu pourquoi. Sortie de zone, ton dernier livre, parle de sortir de sa zone de confort. Et dans le monde du développement personnel, ça peut souvent être galvaudé, dire sors de ta zone de confort, ça peut sembler plus facile. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et j'aimerais que, d'entrée de jeu pour l'entrevue, Daniel, que tu nous déposes un peu, peut-être de façon sommaire, un peu ton parcours. Qu'est-ce que c'est pour toi une sortie de zone dans la vie d'aujourd'hui et comment est-ce que toi tu l'as vécu? Parce que par la suite, il y a des enseignements hallucinants qui vont probablement permettre à des gens d'avoir une très grande réflexion sur leur sortie de zone à eux autres. Alors, pour toi, une sortie de zone, comment ça s'est fait? Parle-moi un peu de ton parcours. OK, bien écoute, si je résume, j'ai fait un bac en marketing à l'Université Laval à Québec. Je suis un gars de Québec. Je suis parti 1 an en tournée mondiale avec un groupe Up With People que tu connais un petit peu, parce que tu connais quelqu'un qui l'a déjà fait. J'ai fait ça pendant 1 an. Je suis revenu à Québec finir mon bac en marketing et je suis parti à Montréal parce que là, je voulais être producteur de disques, je voulais être dans le showbiz. C'est ce que je voulais faire. Là, tu voulais baigner là-dedans. J'avais connu la scène, mais je savais que je voulais pas faire ça. Là. Je voulais pas être une vedette de chanson ou quoi que ce soit. Je voulais être en arrière, être producteur. Et je suis parti à Montréal. Je veux dire comment à chaque fois j'ai fait mes moves, mais je suis parti à Montréal. Je suis devenu producteur de disques chez Donald K. Donald, Tacom Music. J'ai produit des Kevin Parent, Marie-Chantal Toupin, Annie Brocoli. Pour les gens qui sont en Europe, c'est des très grands artistes. Ils sont vraiment connus aussi en Europe, mais c'est comme si tu produis Mika. C'est des grands artistes ici au Québec. Très connus. Exactement. Tu te retrouves à baigner là-dedans. Exact. J'ai fait ça pendant 5 ans. Quand tu dis des très grands artistes, je te donne un exemple. Kevin Parent a vendu de ses 2 premiers albums 800 000 copies qui a pour une population de 6-7 millions de francophones. On est peut-être 7-8 millions au Québec. Je pense qu'à ce jour, ça n'a pas été battu, ce Je pense pas. Mais avec l'arrivée d'Internet, les ventes ont chuté. Absolument. Mais je veux dire, c'était big. Là. Et toi, tu t'occupais de Kevin Parent. Là. Tu le suivais partout. J'ai connu l'ascension. Je faisais tout. Là. Je louais le studio. Je m'occupais de la pochette, des vidéoclips. Je jouais dans les vidéoclips. Je faisais un peu de tout. C'était pas une si grosse compagnie. Mais on gérait des gros artistes qui étaient très, très, très populaires. Et j'ai fait ça pendant 5 ans à Montréal et je suis revenu à Québec avec ma blonde. Je suis avec ma blonde, je l'ai connue à 17 ans, j'en ai 42. On est revenu à Québec sur un autre coup de tête. Je rentrerai dans les détails, comment j'ai fait ces changements-là. Et en revenant à Québec, j'ai parti d'une compagnie qui s'appelle Mercure Communication. Qui existe encore aujourd'hui. J'ai fait ça pendant 12 ans. Une super compagnie avec plusieurs employés à temps plein, plusieurs à temps partiel. J'ai des méga événements ici à Québec. Oui, on s'occupait de Céline Dion, Cirque du Soleil, Elton John, name it. Je dirais probablement 80% des vedettes qui passent à Québec passaient par nous. Pour ce qui est promotion, relations de presse, publicité, tout ça. Et j'ai vendu cette compagnie-là à mon associé avec qui j'avais fondé la compagnie. Je l'ai vendu il y a 1 an et demi. Je lui ai dit, écoute, je sais pas. Mais à chaque fois que j'ai fait des moves, là, on peut rentrer dans les détails. Oui, je m'en vais là. Je connais tes moves par cœur. Fait que ça résume grosso modo ce que j'ai fait. Là, ça fait 1 an et demi que j'ai vendu cette compagnie-là, puis là, je vais faire d'autres choses dans la vie. Là. OK. Donc, rentrons dans les moves, sortie de zone. Donald K. Donald, tu rêves de travailler là. Ils ne veulent pas t'embaucher. Un premier move que tu fais, selon moi, qui est vraiment intéressant, c'est comment tu as rentré là. Parce que veux pas, la majorité des gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui sont à la recherche d'une carrière, changement de carrière, mais qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire réellement pour travailler à cet endroit-là comme action qui les sortirait de leur zone de confort? Et j'aime beaucoup juste la manière que tu es rentré là. Peux-tu nous raconter ça? Écoute, moi, ça faisait quelques mois que j'étais revenu de ma tournée de Up With People. J'étais à Québec. Je savais que je voulais être producteur, mais il n'y a rien qui m'intéressait à Québec. Puis je m'acharnais à rester à Québec parce que je me disais, non, jamais je vais aller vivre à Montréal. Ça ne m'intéresse pas, c'est trop gros. Je ne suis pas un gars de grosse ville. Je reste ici. Puis un jeudi soir, ma blonde, elle me dit, écoute, je pense que ça aurait peut-être aller à Montréal, finalement. Puis là, ça a fait...
Oh, oui, c'est ça que je fais. J'ai pas le choix, je vais à Montréal. Puis là, je me suis pas préparé à aller à Montréal. Ça, c'est le jeudi soir. Le vendredi matin, le lendemain matin, j'étais dans mon auto avec mon ordinateur, quelques vêtements, puis mon oreiller. Tu sais même pas où est-ce que tu vas coucher encore. J'ai une connaissance à Montréal, mais je déménage. J'avais même pas appelé ma connaissance avant de partir. Je prenais mon auto, je déménageais à Montréal. J'ai même pas dit à mes parents, je déménage pour la vie, là, mais dans ma tête, je partais. Là, je quittais le nid familial sans le savoir vraiment. J'étais un gars d'instinct. Je pense pas, je fais, puis après ça, je regarde ce que j'ai fait, puis je me dis, ouais, finalement, c'est un bon move ce que j'ai fait. Mais j'ai fait ça, je suis arrivé à Montréal, j'ai appelé la seule connaissance que j'avais. Aucun contact à Montréal, zéro. Il n'y a pas une job qui m'attendait, même pas un lit qui m'attendait le soir même. J'ai appelé mon ami pour lui dire, écoute, je suis déménagé à Montréal, je peux-tu coucher chez vous à soir? Il m'a dit non. Il y avait un petit appart, un divan, il n'y avait pas deux chambres et tout ça. Il m'a aidé à trouver dans les babillards d'université. À l'époque, Internet était quasi inexistant. Tu ne trouvais pas un colocataire avec Internet. C'était la feuille avec les petits numéros de téléphone. C'est les petits coupons que tu déchires sur les babillards. On a fait ça tout l'après-midi. J'ai pas réussi à trouver personne. Mon ami m'a hébergé le premier soir. Le lendemain, il y a plein d'autres de ses amis que je connaissais pas pour lui dire « Écoute, j'ai un itinérant chez nous de Québec, il est sur mon divan. Pouvez-vous m'aider? Peux-tu, s'il te plaît, l'héberger? » Il n'avait pas besoin de coloc, lui non plus. Il a été gentil de m'héberger. Et pendant un mois, j'ai dormi sur une chaise de patio en plastique blanc, en arrière du divan, dans un appart à Montréal. Et j'avais mon ordinateur dans le coin à terre. Puis là, je voulais être producteur de disques. Puis je voulais travailler chez Donald K. Donald. Mais j'envoyais mes CV partout. J'avais pas de contact. Personne ne me connaissait. Zéro expérience, à part la tournée que j'avais faite comme chanteur. Mais c'est tout. Donc, j'ai pas eu le choix de travailler chez Canadair, un constructeur d'avions. Et j'avais 2 fois 15 minutes par jour pour me trouver un emploi. Je n'étais pas déménagé à Montréal pour travailler comme constructeur d'avion. Pas du tout. C'était à temps partiel. C'était pour gagner ma vie, mais il fallait que je me trouve une job dans ce que je voulais faire. Puis tout le monde me disait non, puis je les comprenais moi-même, je ne me serais pas engagé. Il n'y avait aucune bonne raison de m'engager. Ils ne me connaissaient pas d'expérience, rien. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Là, je veux travailler là, j'ai pas de contact, j'ai pas le choix, il faut que je commence gratuit. Fait que j'ai rappelé la personne, j'ai dit, écoute, je sais, je t'ai appelé, tu n'as pas besoin de personne. Mais moi, je suis déménagé à Montréal pour ça. Fait qu'il y a sûrement des tâches dans la compagnie que personne ne veut faire, n'a pas le temps de faire, n'importe quoi. Il m'a lavé les tablettes. Il m'a dit, bien écoute, oui, je veux dire, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas le temps de faire. Puis, mais écoute, on n'a pas d'argent. Je le sais que vous n'avez pas d'argent, je vais le faire gratuit. Pas de limite de temps. Je ne sais pas ce que ça va donner. N'importe quand, vous n'avez pas de rapport de stage à faire. Sacrez-moi à la porte quand vous voulez, ça ne me dérange pas. Puis t'es prêt à commencer quand? Ben demain ou lundi, quand tu veux, là, je suis là pour ça. Fait que il m'a dit, OK, viens-t'en. J'ai commencé comme ça, gratuit, à faire des fax. Dans le temps, c'était des fax. On envoyait des fax aux détaillants de disques. Puis tous les jobs que le monde ne voulait pas faire, je les faisais. On aurait pu percevoir comme étant des tâches ingrates. Totalement. Il n'y avait rien de... mais il n'y avait rien de gratifiant, mais je m'en foutais. C'était pas ça ton attitude, exactement. Moi, je voulais de l'expérience. Je voulais connaître du monde, puis je voulais me bâtir justement une expérience. Puis j'avais un petit peu d'économie qui me permettait de vivre un petit peu en travaillant pour rien, gratuitement. Absolument, Puis ça a donné que je suis arrivé dans une des meilleures périodes de cette compagnie-là. En pleine ascension. J'ai commencé à travailler avec des chanteurs, des chanteuses qui étaient complètement inconnus, qui sont devenus des grandes vedettes de la chanson au Québec. Et donc, ça n'a pas été compliqué. Un mois après, ils ont créé un poste pour moi. Ils voyaient que j'étais motivé, que je mangeais les bandes, que j'avais la bonne attitude. Puis c'est vrai, je me forçais pas. Là. Moi, je capotais d'être là, juste d'être dans l'environnement, juste d'écouter les gens parler, savoir comment ils interagissaient entre le gérant, l'artiste, la vedette, le producteur. J'aurais rien fait, mais j'apprenais à chaque minute. Il faut que tu sois passionné par ce que tu fais. Absolument. Donc, n'importe quelle personne, Dan, qui rêvait de faire ça, qui réussit à atteindre son rêve, et peu importe le rêve, ça peut être relatif, aurait pu penser que tu aurais fait ça pour le reste de ta vie. Bien, moi, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, moi, dans ma tête, je fais ça pour le reste de ma vie. Exactement. Faut que tu penses comme ça, sinon, absolument. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu ne penses pas comme ça. Mais, ceci dit, ça ne veut pas dire que ça ne change pas dans la vie, ça. Non, absolument. Ça se peut qu'à un moment donné, la flamme s'éteigne, que tu n'as plus la passion. De plein de façons. Et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est la vie, à un moment donné, ça se peut que tu aies fait le tour de ce que tu avais à faire. Moi, je suis un gars de défi. Moi, il faut que ça me drive, faut que je trippe, il faut que j'apprenne. Si c'est la routine, le confort, trop longtemps, ça t'interpelle moi, je décroche. Faut
faut que je fasse d'autres choses. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et au bout des 5 ans, j'avais pas l'idée de redéménager à Québec ou de changer de job. Moi, dans ma tête, à cette époque-là, je pensais que je serais producteur le reste de ma vie. J'avais étudié là-dedans, je commençais là-dedans, puis... un emploi de rêve. Je vais prendre ma retraite, puis je vais avoir été producteur de disques toute ma vie. Et vers la fin de ma période de Montréal, moi et ma blonde, on visitait des maisons. On voulait s'acheter quelque chose. Puis il n'y a rien qui collait. On se voyait pas tant que ça à Montréal. Honnêtement, on n'avait pas la passion pour la grande ville. Ouais. Et un moment donné, j'ai dit à ma blonde, en fin de semaine, en allant voir nos parents, parce que les deux, on est de Québec, on va juste faire semblant qu'on visite des maisons, juste pour voir le marché à Québec. Juste pour le fun. On appelle une agente d'immeubles. Puis j'avais vu, là, Internet est un peu plus évolué. Là, à l'époque, j'avais vu des maisons. On va aller voir elle. On est rentré dans la maison. On s'était jamais parlé qu'on redéménagerait peut-être un jour à Québec ou que... Jamais, moi et ma blonde, jamais on s'était parlé de ça. On est rentré dans la maison. Moi et ma blonde, on s'est regardés, puis on savait que ça, c'était notre maison. Mais on savait rien d'autre. On savait que ça, c'était ça. Il fallait pas trop que ça paraisse devant l'agent d'immeuble qu'on était si excités que ça. Que stratégie de base en négociation. Mais l'après-midi même, on est allé voir d'autres maisons pour faire semblant. Mais l'après-midi même, on est revenu dans cette maison-là, on a fait une offre d'achat. Puis mon père était là, puis il nous regardait. Ah, vous êtes fous, là. Vous faites une offre d'achat. Pas d'emploi à Québec. C'est juste un coup de cœur. On savait, là, c'est juste l'intuition, l'instinct, la petite voix, le subconscient, appelle ça comme tu veux. J'ai aucune idée. Moi, j'ai tout le temps juste suivi ça. Puis à chaque fois, ça a été les meilleures décisions de ma vie. Mais le lundi matin, je revenais à Montréal voir mon boss. Puis je lui disais, ben écoute, finalement, je déménage à Québec. OK. C'est quoi qui va pas? Ben, il n'y a rien qui ne va pas, là. Tout va bien, mais là, je sais que je vais maintenant... je retourne vivre dans ma ville. Puis ça, c'est tout. Mais j'ai aucune... Tu vas faire quoi? Mais j'ai aucune espèce d'idée. Moi, ma conjointe avait déjà sa permanence à la Polyvalente, elle est professeure de mathématiques. Et pour te dire à quel point c'est difficile quand tu es prof, ceux qui sont profs le savent, c'est pas si évident que ça d'avoir une permanence. Ça fait 15 ans, à peu près 14 ans, elle n'a toujours pas sa permanence. Depuis que vous 14 ans plus tard. Wow. Mais c'est pas grave, c'est un détail. On le regrette pas du tout. Et donc, c'est ça, on lâchait tout. Et la prise de possession de la maison, c'était dans 30 jours. C'était pas dans 4 mois, puis on se prépare, puis on prépare un plan de match pour revenir à Québec, on se trouve une job, zéro. Dans 30 jours, il fallait être dans notre maison à Québec. Donc, on n'avait pas d'assurance chômage parce que les deux, on quittait. Je venais d'avoir un bébé qui avait à peu près 4 mois. On achetait une maison, on revenait dans notre ville. Je suis producteur de disques. Il y a zéro industrie du disque à Québec. Mon père me disait, mais tu vas faire quoi? Puis je me souviens comme c'était hier. Je me disais, écoute, j'ai aucune idée. Tout ce que je sais, là, la priorité, là, le reste, il faut que ça suive, puis il faut faire que ça s'arrange. Parce que moi, j'habite ici maintenant, puis c'est ça, je le sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je sais pas pourquoi, il y a rien de rationnel dans ce que je faisais. J'avais fait en blague, j'ai dit, écoute, au pire, je vais vendre la drogue. Je trouvais ça plus ou moins drôle, mais à la limite, j'étais plus ou moins sérieux aussi. J'aurais tout fait, comme j'ai tout fait pour travailler comme producteur de disques. Ben là, j'allais tout faire pour... Je savais que c'était ça la priorité. Habité par cette émotion-là. C'est tout, mon instinct. Et des fois, je me compare à un oiseau migrateur là, qui, à chaque fois qu'il part dans le sud ou qu'il revient dans le nord, ben, il ne sait pas pourquoi il fait ça. Mais il le fait, c'est de l'instinct. Il n'y a pas un thermomètre qui lui dit qu'il fait. Il n'y a pas besoin de se fixer un objectif. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Puis il ne pense pas au risque de voler dans les airs et de se tuer. Le chemin est long. Il ne pense pas à ça, puis il le fait. C'est de l'instinct. Moi, je crois beaucoup à ça, honnêtement. Et donc, on est revenu à Québec. Évidemment, pendant quelques mois, j'ai vivoté. Bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et finalement, j'ai acheté une compagnie. Moi, j'étais client d'une compagnie à Québec quand je faisais des opérations marketing à Québec. Et je me suis associé avec une employée de cette compagnie-là. Par hasard, le patron déménageait à Montréal. Le timing était parfait. Le hasard faisait bien les choses. Totalement, totalement. Donc, j'ai bâti une compagnie de communication qui s'appelle Mercure Communication, qui existe encore aujourd'hui. Comme je te disais, on s'occupait de 80 des vedettes québécoises et même internationales qui passent à Québec. C'est un très beau succès, 12 superbes années, extraordinaires. Et 12 ans plus tard, je suis revenu à la même réflexion qu'à quelques époques de ma vie. J'ai dit à mon associé, écoute, là, je le sens plus. Je sais pas pourquoi, mais
j'ai fait le tour, ça ne m'excite plus, les dossiers ne m'excitent plus, la job ne m'excite plus. Ouais. J'ai aucune idée de ce que je veux faire dans la vie. Là, mais ça, je sais que c'est ça, la priorité, il faut que je sorte. Il faut que je sorte, puis il va arriver quelque chose, je ne sais pas quoi, mais j'ai toujours eu confiance. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Facile à dire. Ouais. Mais je suis un peu inconscient. Et comment que... Parce que je trouve que la magie du livre, et où est-ce que le livre prend toute son essence, et puis là, je veux dire, tu nous as partagé des exemples, puis il y a une tonne d'autres exemples dans le livre Sortie de zone. Mettez-le à votre propre échelle. Les risques qu'on prend, ou les risques qu'on s'empêche de prendre très souvent à cause du rationnel. La peur, tu l'as mentionné, c'est souvent l'obstacle numéro 1. Les gens aimeraient peut-être faire un changement personnel, professionnel, au niveau de leur carrière, aller pour quelque chose de plus grand, faire une modification, mais il y a plusieurs choses qui sont des freins. Est-ce que toi, tu as une certaine méthode cartésienne? Parce que tu dis, je suis mon instinct, mais écoute, y a une planification? Moi, il y a 0, rien de cartésien, rien de rationnel. Moi, à chaque fois que j'ai fait des moves dans la vie, ces moves-là, le pour et le contre, là, si j'avais fait la liste, hein, quand il y en a qui disent « faites le pour et le contre faites. Il y avait beaucoup plus de contre. Pour moi, là, c'est complètement... Pour moi, c'était ridicule de faire ça, puis ça aurait été les pires décisions de toute ma vie si j'avais fait ça. Parce que la liste des comptes, là, c'était juste de ça. Quand tu dis que tu fais une liste de comptes, c'est que tu deviens conscient. Tu n'écoutes plus ce que tu sens, ce que tu files. Les finances. Là, tu penses à tout ce qui peut arriver de mal et toutes les bonnes raisons de ne pas faire ça. Moi, j'avais juste de ça. Le seul argument pour, c'est je pense que je vais être plus heureux. Je pense. Je ne suis pas sûr. Il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien. C'était le seul argument pour. Mais ça s'est avéré les meilleurs en bout de ligne. Les meilleures décisions à chaque fois de toute ma vie. Puis le hasard fait bien les choses. Quand je suis parti de Montréal pour revenir à Québec, je quittais l'industrie du disque. Pas à cause de moi, mais à cause d'Internet. L'industrie s'est mise à chuter drastiquement. Je veux dire, dans le temps, Québec, c'était pas cool. T'habitais à Québec, il n'y avait pas un vent d'optimisme. Je ne sais pas si tu te souviens. En tout cas, c'était vraiment pas ce qu'on vit aujourd'hui dans la ville de Québec. Et je dirais que le vent a changé de bord. C'est rendu cool presque de vivre à Québec et pas tant à Montréal. C'est comme moi. Ça va revenir, c'est des phases, j'ai rien contre Montréal, pas du tout. Mais espérons pour eux autres que ça revienne. Mais je suis comme revenu ici sans savoir, dans la meilleure période. Puis aujourd'hui, jamais je retournais. Je dis plus jamais. Je viens de le dire, mais maintenant, je dis plus jamais. Je sais que les choses changent, mais je suis tellement content d'habiter à Québec. Je suis encore dans la même maison. Et aujourd'hui, j'ai écrit un livre. Je n'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Je ne savais même pas que je savais écrire. J'écrivais seulement des textos puis des courriels. À chaque fois, je me suis mis à risque, que je suis sorti de ma zone de confort pour les bonnes raisons. Parce que je pense qu'il y a des mauvaises raisons. Tu parles des insatisfactions. Les bonnes insatisfactions versus les mauvaises insatisfactions. C'est pas une attitude négative. Si tu as une attitude négative, tu vas chialer toute ta vie. Ça, les gens tu vas penser que tu es tout le temps insatisfait, mais des fois, c'est juste une question d'attitude. Oui, exactement. Mais il y a des bonnes raisons de quitter, de sortir de sa zone de confort. Il y en a plein de bonnes raisons. Mais moi, j'encourage le monde surtout pour être plus heureux. C'est comme tu dis, moi, c'était pour être plus heureux. C'est juste ça. Je ne cherche pas le confort dans la vie. Moi, c'est pas ça qui m'allume. C'est pas la sécurité. Ça en prend un minimum. Mais je fais vraiment confiance à la vie. Moi-même, appelle ça comme tu veux. Tu dis, il y a des gens qui pourraient nous écouter, puis je suis certain que tu l'as entendu depuis que tu as sorti le livre. Tu dis, oui, mais moi, ma situation n'est pas pareille, Daniel. Moi, j'aimerais peut-être faire ça, mais est-ce qu'une sortie de zone s'applique à tout le monde? Est-ce qu'il peut y avoir différentes échelles? Parce que c'est sûr, les exemples que tu nous donnes, elles sont grandioses, mais comme tu dis, il y a toujours de quoi. Quand on se met à risque, il y a un gain énorme qu'on fait par rapport à soi, à repousser nos limites. Est-ce que tout le monde, ça se prête à tout le monde une sortie de zone, selon toi? Moi, je pense que oui. C'est sûr que ça s'applique à tout le monde. Tu dis c'est grandiose, mes changements. Dans ma tête, c'était complètement banal. Pour moi, c'était ma petite vie. Il n'y avait rien d'extraordinaire, même si elle l'était un peu. Quand je regarde en arrière, c'était spécial. C'était des emplois cool. Je quittais le jet set. Ça paraissait bien. Je veux dire, c'était cool. Là. Je quittais pas un emploi pas intéressant, pas du tout. Mais quand tu t'écoutes, puis tu sais qu'il faut que tu fasses un move dans la vie personnelle, juste de carrière ou dans ton travail, sans changer complètement de carrière. La petite voix, appelle ça comme tu veux, le subconscient, l'instinct, l'intuition, c'est ça qu'il faut que tu suives. Puis moi, je connais personne qui a regretté suivre ça. Que ça allait fonctionner ou pas. Parce qu'il y a souvent des apprentissages incroyables qui viennent avec ça. C'est clair, c'est clair.
Mais à chaque fois, moi, que j'ai fait, faut pas que tu vois trop à court terme. Ouais. À chaque fois que j'ai fait des moves, c'est sûr que je me suis mis un petit peu plus dans la marde. Ouais. À court terme. C'est sûr. Ouais. Mais c'était toujours de reculer d'un pas pour avancer de Pour deux. être plus à chaque heureux. fois. Sinon, on appelle ça une promotion. Ouais. Puis il n'y a pas de risque, tu as une promotion, tu as meilleur salaire. C'est pas une sortie de zone. C'est sortie de zone de confort, ça le dit. C'est pas confortable. C'est pas confortable. Pas à court terme. Ouais. Mais ça veut pas dire que ça vaut pas la peine. Moi, je vous le dis, ça a été les meilleures décisions de ma vie. Ouais, puis un bout qui est vraiment drôle dans ton livre, lorsque tu parles quand même le regard des gens, parce que quand même, tu étais un propriétaire d'entreprise très bien vu ici à Québec. Et là, lorsque tu as lâché ça, tu avais juste envie de te rendre utile, de faire des jobs. Faire d'autres choses. De faire des jobs. De changer d'air, voir un autre milieu, voir d'autres mondes. Puis j'ai été j'ai déneigé les villes, les rues de la ville de Québec après les tempêtes de neige. J'ai arrosé la patinoire du Crash Ice. J'ai aidé un huissier dans des saisies. Mais pour de vrai, là, je tripais. Mais les J'avais gens, du fun à faire ça. Les gens qui te connaissaient quand même, il y a un certain regard ça bizarre, qui vient avec ça. Ouais, ils pensaient que j'étais en dépression, que j'avais vraiment besoin d'argent, mais c'était ni un ni l'autre. Là. Moi, je garde vraiment des beaux souvenirs de ça. De voir d'autres mondes, essayer d'autres choses, ça fait du bien de changer d'air. Absolument. À un moment donné, quand tu fais toujours, là, ça ne veut pas dire que tu peux pas faire la même chose toute ta vie. Mon père a été prof au primaire, puis il était à la retraite aujourd'hui. Il a été prof toute sa vie. Puis c'est bien correct. Ouais, comme mes parents aussi. Si tu sens pas que tu veux faire d'autres choses, c'est correct. Fais ça, c'est parfait. Moi, j'aurais pu être joueur de hockey dans la Ligue nationale toute ma vie. Probablement que je l'aurais fait, là, si j'avais pu. C'est pas un but de changer pour changer. Là. Je dis pas sortez, lâchez vos jobs, c'est pas ça que je dis du tout. Mais quand tu sens quelque chose, prends ça au sérieux. Mais ce que j'aime de ton livre aussi, puis on en parlait avant l'entrevue, c'était que même si tu n'es pas à la recherche d'un changement personnel, professionnel, de carrière, puis ça ne te brûle pas à l'intérieur, tu lis le livre et ça te démontre qu'il y a quand même une mécanique que lorsque tu veux un changement, la peur embarque, le regard des autres embarque. Le rationnel. Avec les histoires que tu racontes, tu te dis, bien, c'est quoi? Cette fois-là que j'ai pas fait telle chose, c'est exactement ça qui se passait. Donc, ça t'amène dans un univers que, même si tu es dans la performance ou tu aimes ce que tu fais, tu te dis comme, peut-être faire un petit peu plus. Peut-être faire un petit peu plus. Et c'est ça qui est très invitant dans le livre. Ça te fait beaucoup réfléchir sur les sorties de zone. Exact. Je pensais que ça s'adresserait seulement à ceux qui pensent vraiment changer de carrière, de vie ou peu importe. Mais comme tu dis, c'est vrai, de plus en plus, j'ai des commentaires, puis c'est beaucoup plus large. Et même, ce qui m'a surpris, c'est la Fondation québécoise du cancer. Quand je leur ai parlé du livre, ils ont lu le livre, ils disaient ça s'applique vraiment à nous autres. Moi, je ne voyais aucun rapport. Je n'avais pas écrit un livre sur le cancer. Mais il y a des sorties de zone obligatoires dans la vie. Obligées, non volontaires. Il y en a plein, là, des divorces, quelqu'un qui te laisse, maladie. C'est un peu le même processus. Tu sors de ta zone de confort. Puis il faut que tu ne faut pas que tu aies peur, puis ça amène à autre chose, si tu veux. C'est ironique ce que tu dis, parce que c'est ça. Souvent, on attend des sorties de zone obligatoires. Parce que quand tu sais que ton temps est compté, une chose qui m'a surpris de la Fondation, il me disait qu'il y a un gros pourcentage de femmes qui, lorsqu'elles apprennent qu'elles ont le cancer du sein, elles quittent leur conjoint. Pas le conjoint qui quitte parce qu'elle a le cancer du sein, c'est le contraire. Parce qu'ils se rendent compte qu'il leur reste quelques temps à vivre, puis le conjoint, il n'avait pas tant que ça besoin, finalement. Puis ils n'étaient pas si heureuses que ça avec leur conjoint. Puis c'est eux qui le laissent. Ça, j'ai appris ça. Ouais. Mais je pense, je parle beaucoup de la mort là-dedans. Parce que si tu ne penses pas à la mort, si tu ne penses pas que ton temps est compté, puis il est très limité. Exactement. C'est relatif. Avec un des discours de Steve Jobs. Entre autres, je parle de l'infirmière en Australie qui travaille avec des mourants à chaque jour, puis elle a cumulé les plus grands regrets dans la vie. Et le regret qui revient le plus souvent, en tout cas selon elle, c'est d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre, puis pas avoir été fidèle à ses aspirations à soi. Quand tu es sur ton lit de mort, le regret, quand il y a des regrets, ça veut dire qu'il y en a toujours des regrets, mais c'est le regret qui revient le plus souvent. Fait que moi, je veux pas être sur mon lit de mort en disant « Ah, j'aurais dû faire ça dans le temps, j'aurais dû... » On dit tout ça, c'est facile à dire. Je veux pas dire « j'aurais dû », mais fais-le. Fais-le. Mais moi, j'ai jamais regretté. Puis moi, la plus belle réalisation, honnêtement, que j'ai faite dans ma vie à date, j'ai 42 ans, là, je te dirais que c'est ça. Parmi tout ce que j'ai fait, c'est de loin ça. Puis j'aurais jamais écrit un livre si je n'étais pas sorti de ma zone, si je n'avais pas vendu ma compagnie. J'aurais pas pu écrire un livre là-dessus, je serais encore là. C'est en faisant le move que l'idée m'est venue. Puis c'est ça. Puis c'est illustré d'une façon. Puis ce que j'aime aussi pour les gens qui sont des fanatiques de livres de développement personnel ou professionnel, c'est que c'est écrit dans une humilité, mes amis, désarmante. Le livre commence comme ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai aucune leçon à donner à personne. Je ne suis pas un prof de rien. Je ne suis pas parfait. J'ai fait bien des erreurs dans ma vie, mais voici si mes histoires de sortie de zone à moi
peuvent vous faire réfléchir. Bien, voici comment ça s'est passé. Puis c'est vraiment comique. Il met de l'humour. Donc, moi, j'ai vraiment adoré. Puis je pense que je te l'avais laissé savoir assez rapidement après l'avoir lu. Dan, j'aimerais qu'avant qu'on se quitte, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit partout dans la francophonie mondiale, qui sont en train de réfléchir à une sortie de zone. Je sais que dans les derniers mois, tu as reçu beaucoup d'emails sur ton blog. Qu'est-ce qu'ils peuvent réfléchir présentement pour peut-être se sécuriser dans leur sortie de zone? Parce que dans ton livre, tu en parles aussi, les finances. Il y a une grosse réflexion je parle du concret. Là. Exactement. Tu rentres dans le concret, tu dis, OK, il y a des oui, mais regarde comment moi j'ai fait. Regarde avec mes REER, mon hypothèque, il y a des petits trucs. Mais c'est des trucs qui n'est pas propagé par la société. C'est pas de l'ésotérisme, c'est du concret. Exactement. Tu dis, bon, OK, prenons une hypothèque, mais voici qu'est-ce que moi j'ai fait. Puis tout le monde, je suis certain qu'un banquier, n'importe qui t'aurait dit, mais hey, t'es malade, t'es REER, t'es malade. Mais non, parce que moi, j'ai pensé que si je faisais ça pendant seulement quelques années, c'est tout. Ça me permet d'aller ailleurs. Exactement. La vie n'est pas figée à chaque année. Il n'y a pas personne qui va mourir en ne contribuant pas à son régime de retraite pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ou en diminuant de beaucoup son paiement, en payant seulement les intérêts de son hypothèque. C'est quoi la différence entre faire ça et être en appartement? C'était une super bonne réflexion. Moi, j'ai diminué de moitié mon paiement mensuel. Puis je suis dans ma maison. Puis ça, c'est comme si la banque, elle s'en fout. Je paye les intérêts. Puis je ne veux pas faire ça toute ma vie. L'hypothèque, je vais la réduire un moment donné. Mais on sait que les finances peuvent être un grand obstacle, un grand frein souvent. Le plus grand frein, je pense, c'est ça. C'est l'insécurité financière. Deuxième, je dirais, c'est l'opinion des autres. Après ça, il y en a d'autres, la confiance en soi et tout ça, mais les deux principaux, c'est ça. Et j'en parle dans le livre. Absolument. Et je me suis enlevé beaucoup de pression aussi dernièrement. Je parle beaucoup des gens qui travaillent vieux. Oui. Qui travaillent 80 ans et plus. Parce qu'on a toujours ici, c'est comme une obsession, là, retraite à 65 ans, 65 ans, il faut que je prenne la retraite, donc il faut que je pile. Puis à un moment donné, je fais plus rien, puis je suis à la retraite, puis ça, c'est le bonheur. On a vraiment cette mentalité-là. C'est un peu ridicule. Absolument. Moi, je veux pas arrêter de travailler. Je veux aimer ma job toute ma vie. Puis je veux qu'on me force à arrêter de travailler parce que j'aime ce que je fais. Puis il y en a plein d'exemples de gens riches qui n'ont pas besoin de travailler, mais qui ont 80, 82. Je veux dire, des Charles Aznavour qui a 80... Je me souviens plus, le 89. Il est dans le livre, tu en fais une énumération. J'en nomme plein de gens là, qui sont riches, mais qui travaillent encore. Il n'y a pas besoin de travailler. Ils aiment ça. Absolument. Mais si tu penses comme ça, tu n'as pas besoin de tant que ça de piler un fonds de retraite pour arrêter de tirer la plug à 65 ans. Tu n'as pas besoin de ça. Je sais que je vais travailler 15, 20. Idéalement, c'est ce que je veux si la santé le permet. Mais c'est des réflexions. Et je dis pas n'économisez pas dans la vie non plus. Là. Économisez aussi. C'est clairement, exactement. C'est clairement indiqué dans ton livre. C'est des pauses, c'est temporaire. C'est pas de la pensée magique. Ça t'enlève la pression énormément. Tu sais, mais pour enlever cette pression-là... Ça permet de faire des changements de vie. Oui, exactement. Non, c'est vraiment profond. Écoute, si vous aimeriez interagir avec Daniel sur ton blog, où est-ce qu'on peut te rejoindre? DanielBlouin.com. DanielBlouin.com, vous le voyez juste ici à l'écran. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des textes sur son blog et vous pouvez laisser des commentaires, beaucoup d'extraits où il interagit, tu réponds. J'ai vu que tu étais très actif sur ton blog. Oui, bien j'aime ça. Exactement. Et puis, évidemment, les gens peuvent se procurer Sortie de zone sur ton site Internet aussi, en version électronique, je pense qu'ils peuvent l'avoir. Par la poste ou par e-book. OK. Donc, si vous voulez l'avoir immédiatement, comme plusieurs de mes amis l'ont fait, vous pouvez l'acheter directement sur le site Internet. Avec une dédicace personnelle, si vous voulez. J'écris à chacun. C'est vrai, c'est avec tes dédicacés aussi. Ouais, exactement. Écoute, Daniel, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup de t'être arrêté très gentil, à la meilleure année de votre vie avec nous. Partager avec nos fans. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Absolument. Alors, mes amis, merci énormément encore une fois pour votre attention, d'avoir été présent. J'espère que vous avez retrouvé de la valeur autant que moi j'en ai retrouvé dans cette entrevue-là. Jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui. Merci énormément de faire partie de ces personnes-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était Martin Latulippe en compagnie de Daniel Blouin. On vous dit au revoir tout le monde.